La portion qui s'en vient, c'est un des attraits d'aujourd'hui. C'est vraiment un des piliers de notre événement. L'attestation éco-responsable sur les produits et les emballages éco-conçus. C'est la fin du projet pilote actuellement. Donc aujourd'hui, ça marque après 2 ans et demi. Geneviève, Maxime, levez votre main si vous êtes là. Oui. Alors, Éco-entreprise Québec, Recycle Québec. Écoutez, il y a 2 ans et demi, quand je suis allé parler de cette initiative-là, ces 2 personnes-là, c'est sûr et certain qu'on s'est assis puis on a regardé ça avec une attention très importante parce que pendant 12 ans, du temps que j'étais à la tête de la Fédération des plastiques et de l'Association canadienne des plastiques, pendant 12 ans ou 13 ans, j'ai milité, j'ai travaillé sur tous les comités pour le recyclage, pour essayer de trouver ou dénouer les nœuds du recyclage. Et bien entendu qu'après 12-13 ans, à un moment donné, on se dit, OK, j'ai peut-être la cause dans le cœur, mais la cause, à un moment donné, il faut peut-être travailler, encore une fois, de façon différente. Il faut peut-être regarder le problème du recyclage d'une façon différente. Il faut peut-être ouvrir, hein, à un moment donné, puis dire, penser en dehors de la boîte. Y a-t-il des gens qui connaissent ça, ce terme-là, là, think out of the box, là? Penser en dehors de la boîte? Bon. Je me suis dit, à un moment donné, il faut peut-être travailler en amont du problème. Et être en amont du problème, ce qui veut dire, est-ce que dans vos activités de conception, de fabrication, de production et de commercialisation, est-ce que vous avez en place des processus ou des structures au niveau de l'éco-conception? Parce que l'éco-conception, je peux vous dire que c'est une discipline. Est-ce que c'est une science? J'en ai aucune idée. Mais c'est une discipline qui va révolutionner les entreprises. Pourquoi? Parce que quand vous faites de l'éco-conception et vous faites l'analyse de cycle de vie de vos produits, vous avez ce que j'appelle un rapport carbone. Vous avez un rapport sur toutes les zones de vos activités qui sont problématiques. Et ça, c'est incroyable parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. On a beau bien dire qu'on est dans le lean manufacturing, mais sérieusement parlant, là, souvent le lean manufacturing repose sur 3 indicateurs. Là. Hein? Le prix, la qualité et le délai. Il y a 3 indicateurs. Puis là, on dit on fait du lean manufacturing. Excusez, pardon, là. Mais il y a le temps qu'on se réveille. Il y a le temps qu'on comprenne que l'empreinte carbone, c'est plus que ces 3 indicateurs-là. Et l'éco-conception et l'analyse de cycle de vie, pour moi, c'est vraiment, vraiment l'amorce du changement que vous devez opérer dans vos organisations et vous allez faire du vrai lean manufacturing. Alors, quand je disais tantôt, la première étape, la première règle du développement durable, c'est l'élimination du gaspillage à tous les niveaux. C'est ça que ça va vous permettre de faire dans vos activités courantes. Alors, cette attestation-là, avec le support d'Éco-entreprise et Recycle Québec, se voulait d'augmenter la performance du bac bleu. Augmenter, hein, parce que plus le bac bleu collecte, plus le bac bleu a du volume et plus le modèle de collecte sélective au Québec fonctionne, plus il va bien. Oui, il y a toujours l'autre bout du continuum maintenant. Oui, mais ce qu'on recycle, là, est-ce que c'est vraiment recyclé? Est-ce que c'est vraiment valorisé dans des nouveaux cycles de vie? Et je peux vous dire aujourd'hui, non. On est conscient que ce n'est pas tous les débouchés de marché qui sont là. Par contre, vous avez l'obligation d'y réfléchir avant même de le concevoir. Vous ne pouvez plus pousser des produits, des accessoires, des emballages sans vous soucier que l'autre bout du continuum, qu'est-ce qui va se passer avec? Et vous n'avez plus le droit de laisser la société ou les gouvernements décider de comment on va le gérer. Ça vous appartient maintenant. Quand on parle de chaîne de valeur, c'est à toutes les étapes de votre chaîne de valeur que vous devez être engagé et être éco-responsable. Alors, les objectifs de l'attestation permettent d'évaluer la démarche d'éco-conception d'un produit et ou d'un emballage, et vous pouvez avoir les deux. Vous pourriez avoir un emballage et le produit qui est dedans, qui soit éco-responsable, ça serait sérieux, là? Ça serait la totale. Mais on va y aller étape par étape. Faire reconnaître la démarche auprès des consommateurs et du marché. Mais le faire reconnaître par une instance comme Écossaire qui dit oui, oui, oui.
Regardez, cette entreprise-là, là, elle n'a pas juste mis du vert et du bleu sur son dépliant, là, puis qu'elle n'a pas refait son site web pour qu'il soit au goût du jour. Là. Non, 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 c'est pas ça qu'on parle. On parle vraiment du sérieux. Là. On parle de prendre en charge des choses sérieuses. Alors, le rendez-vous aujourd'hui, 2018, c'est le rendez-vous des éco-leaders, mais c'est en même temps un cérémonial pour mettre à l'honneur les entreprises qui ont participé au projet pilote. Alors, depuis 2 ans et demi, ces entreprises-là se sont engagées. Ils ont été volontaires dans un point de départ, mais ils avaient aussi la volonté de dire « j'aimerais ça l'atteindre, j'aimerais ça y arriver ». Alors, autour de ces entreprises-là, on a su bâtir le cahier des charges pour les 2 attestations. Et ce n'est pas une certification, encore une fois, mais elle a la même rigueur qu'une certification. Pourquoi? C'est parce qu'on voulait laisser vraiment la certification sur les fondements de la gestion d'entreprise. Hein? La certification 4 niveaux, c'est vraiment sur vos processus puis votre structure d'entreprise. On travaille, on fait vraiment un job de bras, comme on appelle, sur est-ce que vous faites la bonne chose, est-ce que vous la faites bien, cette chose-là. Donc, efficience versus efficacité, puis élimination du gaspillage à tous les niveaux, la certification sert à ça. L'attestation, maintenant, elle sert à dire avez-vous fait la bonne chose, encore une fois? Puis est-ce que vous l'avez fait bien, cette chose-là? Mais pour vos extrants de vos activités d'affaires. Et c'est là que ça devient intéressant. Puis tantôt, je vais rattacher la chaîne de valeur. Vous allez voir qu'il y a tout un sens derrière ça. Alors, j'aimerais inviter Édouard. Est-ce qu'Édouard est arrivé? Il est où? Édouard. Qui, encore une fois, a participé vraiment... je dois associer Édouard à l'étincelle de vie de cette initiative-là parce qu'il a su prendre les idées de Geneviève, les idées de Maxime, les idées de Filion, et c'est lui qui a eu l'odieux, en tant que chef d'orchestre, de faire arriver les choses. Alors, Édouard, c'est tout à ton honneur aujourd'hui de présenter le fruit de ton travail. Merci Pierre pour cette charmante introduction. Alors, je vais avoir la dure tâche de vous garder réveillés pendant les prochaines minutes. Je suis en compétition avec le gâteau au chocolat. Vous avez un peu de café. On va essayer de faire ça dynamique. Donc, je vais vous présenter effectivement un petit peu la démarche qui a mené au développement de l'attestation produits et emballage éco-conçus. Et ensuite, on aura un panel avec des organisations qui ont participé au pilote et qui vont recevoir leur attestation aujourd'hui. Donc, ce sera définitivement la partie la plus intéressante. Et évidemment, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ça peut être intimidant devant toute une salle, mais on n'hésite pas. Donc, je vais commencer rapidement, juste un mot sur Algeco. Donc, je travaille pour une organisation, une firme d'experts conseils basée à Montréal, à Québec et à Gatineau. Et puis, en fait, notre domaine de spécialisation, c'est la responsabilité des organisations. Mais on œuvre surtout dans les projets en lien avec l'analyse du cycle de vie, les bilans carbone, tout ce qui concerne les approvisionnements éco-responsables, etc. Donc, on avait une certaine affinité, évidemment, avec la thématique dont je vais vous parler aujourd'hui, hein, qui est l'éco-conception de produits et d'emballage. Et on travaille avec différentes organisations de toute taille dans plein de secteurs, dont dans celui des emballages et puis la responsabilité élargie des producteurs. Donc, c'était un peu la diapo d'introduction. L'éco-conception, donc le titre de l'attestation, c'est vraiment produits et emballages éco-conçus. Donc, lorsqu'on parle d'éco-conception, il y a plusieurs définitions, mais on parle vraiment ici d'une démarche d'amélioration continue. Et si on vulgarise à l'extrême, en fait, l'éco-conception, c'est d'inclure les aspects environnementaux dans le processus de développement de produits ou d'emballage. Donc, vous êtes tous probablement familiers avec les critères traditionnels de conception de produits. Il s'agit d'avoir des produits sécuritaires, fiables, évidemment, à bon coût. Lorsqu'on parle d'éco-conception, on ajoute une couche supplémentaire d'informations, on inclut des paramètres environnementaux et on essaie surtout de s'assurer que le cycle de vie complet du produit ou de l'emballage offre la plus faible empreinte environnementale possible. Donc, toute l'attestation a été basée un peu sur cette prémisse de base d'inciter, de reconnaître les démarches et les résultats d'éco-conception de produits ou d'emballage. Donc, Pierre a un peu mentionné précédemment pourquoi on a développé une telle attestation. Mais tout d'abord, vous êtes à même d'avoir pu constater un peu la demande croissante pour des produits plus éco-responsables dans le marché. Il y a des attentes des consommateurs, des grands donneurs d'ordre, des grands manufacturiers, de la société civile en général. Et les attentes sont envers, dans le fond, des produits plus responsables. Une des réponses à ces attentes-là, c'est de mettre en marché des produits justement un peu
plus vert, si on veut. Et l'éco-conception, c'est une façon d'y arriver, mais ça peut être rapidement assez complexe à appréhender, ça peut être difficile à circonscrire. Donc, il y a une volonté derrière l'attestation de fournir des outils aussi pour mettre en œuvre l'éco-conception. Certaines entreprises le font déjà très bien, donc il y a aussi l'idée derrière ça de reconnaître les efforts existants et surtout les résultats. Et finalement, on veut aider les organisations qui vont le faire ou qui le font déjà à valoriser les efforts et les résultats au moyen d'un programme reconnu officiel. Donc, l'attestation s'inscrit dans le grand parapluie là, des programmes qui vont être supportés par le CID dans les prochaines années. Et notre focus, plus spécifiquement, a été de développer le cahier de charges concernant un peu le volet produit et emballage éco-conçu. Donc, c'est quoi les objectifs visés derrière l'attestation? Je répète un peu ici, donc de faire reconnaître les efforts en matière d'éco-conception, évidemment, de supporter le déploiement de la démarche dans toutes les organisations, celles de plus petite taille ou de grande taille, d'identifier les meilleures pratiques, ça a été une partie importante du processus. Hein. Quand on développe un cahier des charges ou une liste de critères, bien, on veut s'assurer que ça correspond aux meilleures pratiques qu'on retrouve dans le secteur et à l'international. Donc, il y a eu un effort vraiment d'aller voir aussi ce qui se fait ailleurs, notamment en Europe, pour identifier les meilleures pratiques et voir lesquelles étaient applicables à notre contexte nord-américain. Et évidemment, on veut positionner l'éco-conception comme un outil de différenciation. Donc, de plus en plus d'études, certaines publiques, commencent à démontrer un peu la valeur de l'éco-conception pour les organisations. Donc, l'attestation visait aussi à pouvoir fournir un argumentaire, un incitatif pour toutes les organisations qui souhaitent se lancer dans une telle démarche. Le processus, qui culmine aujourd'hui avec la distribution des attestations aux organisations, bien, a débuté à environ à peu près 2 ans, comme dit Pierre. On a compté environ 4 étapes, 4 grandes étapes. Tout d'abord, évidemment, le développement du cahier de charges, qui est un peu notre liste de critères, et je vais y revenir un petit peu plus tard. Et pour le constituer, comme je l'ai dit, on a fait un grand balisage des meilleures pratiques existantes. On a consulté différentes organisations, différentes parties prenantes, plusieurs experts, et évidemment, le développement du cahier de charges n'aurait pas pu être possible sans la contribution de plusieurs personnes spécialisées sur chacun des axes qui constituent le cahier des charges. Puis je veux reconnaître évidemment l'énorme contribution des co-entreprises Québec et de Recé Québec, entre autres Maxime Rivet et Geneviève Dionne, qui sont ici aujourd'hui, qui ont vraiment mis l'épaule à la roue dans le développement du cahier des charges. Donc ça a été un peu le premier gros volet. Ensuite, on s'est intéressé, on a développé un projet pilote avec des organisations volontaires, évidemment, qui ont pu tester avec nous le cahier des charges, répondre aux questionnaires, participer à un audit documentaire. Donc, un audit documentaire, c'est vraiment, ça consistait un peu à prendre connaissance de l'information disponible, s'assurer que c'était suffisamment bien justifié pour répondre aux critères du cahier de charges. Après, il y a eu des discussions, évidemment, de clarification et l'évaluation finale qui fait l'objet, dans le fond, d'un bulletin détaillé qui va être remis aux entreprises participantes. Et tous ces documents, donc tant le cahier des charges que la grille d'évaluation, que les outils qui vont avec ça, donc un peu le troisième volet, le développement d'outils, vont être rendus évidemment publics et vont devenir disponibles à toute entreprise qui souhaiterait finalement les utiliser. Donc, le troisième volet, ça a justement consisté à développer cette boîte à outils-là, parce qu'il ne s'agissait pas juste de mettre en place des critères, mais de favoriser le passage à l'action en rendant des outils disponibles. On a produit une feuille de route, un peu pour l'éco-conception, qui n'a pas la prétention d'être exhaustive, mais qui vise en fait à fournir quand même les plus grands éléments là, qui peuvent vous supporter dans le passage à l'action pour l'éco-conception. Et la dernière étape, c'est entre autres le déploiement qui culmine aujourd'hui avec la remise des attestations, les bulletins qu'on va remettre aussi dans les prochains jours, et finalement une série de communications externes et la promotion de l'attestation au moyen des logos, emballages et produits éco-conçus. Donc, ça, c'est un peu les grandes étapes. En ce qui concerne la portée, donc quand on parle d'éco-conception, comme je le disais, ça peut être très large, mais nous, on s'est vraiment intéressé à 2 grands axes, si on veut. Donc, tout d'abord, la démarche d'éco-conception. C'est plutôt les processus qui sont dans vos organisations, les connaissances, les outils utilisés, la formalisation de la démarche. Donc ça, c'est le volet 1. Et le volet 2, c'est les résultats, ou si on veut, les attributs éco-responsables des produits ou des emballages qui ont été développés selon une méthodologie. Donc, on ne focus pas uniquement ici sur les résultats, mais aussi sur la démarche, qui est tout aussi importante dans une perspective d'amélioration continue.
Et au final, ce qu'on vise, c'est une réduction de l'empreinte environnementale totale des emballages et des produits éco-conçus, dans une perspective visant à concevoir de manière optimale, à encourager l'approvisionnement responsable, en sélectionnant des matériaux plus écologiques, en s'assurant de diminuer les impacts de la fabrication quand c'est possible, réduire le gaspillage des ressources, gérer adéquatement la fin de vie, puis évidemment tout ça, on vise à ce que ça puisse s'inscrire dans une logique d'économie circulaire. Donc, c'était un projet assez ambitieux, au sens où les entreprises ont tous un certain contrôle sur chacun de ces éléments-là, mais l'objectif, c'est de fournir une espèce de feuille de route pour toute entreprise intéressée à développer des produits ou des emballages qui pourraient s'inscrire dans cette logique-là, visant à développer des produits éco-conçus. Donc, le cahier des charges est assez costaud, compte 33 critères qu'on a développés en 2 axes. Donc, je l'ai un petit peu déjà mentionné. On a l'axe 1 qui est la démarche. L'axe 2, c'est les résultats ou les attributs des produits ou des emballages. Et si je parcours juste rapidement les grands éléments qu'on évaluait dans l'axe 1, la démarche, on retrouve là-dedans la présence de politiques environnementales dans l'organisation. Est-ce qu'il y a des responsabilités clairement définies pour l'éco-conception? Est-ce que l'organisation utilise des outils d'éco-conception, comme l'analyse cycle de vie, des listes de contrôle? Est-ce que l'organisation a un peu développé, discuté avec ses parties prenantes, entre autres pour la fin de vie? Est-ce qu'il y a eu des discussions avec les centres de tri, les utilisateurs finaux, les recycleurs, pour voir s'il n'y avait pas d'enjeu qui pouvait nuire à la recyclabilité? Est-ce que l'entreprise reconnaît et connaît ses points chauds sur son cycle de produits? Et finalement, est-ce qu'il y avait une démarche de communication interne et externe? Donc, vraiment un volet assez fort une attention assez forte portée sur la démarche comme telle. Et pour ce qui est des résultats, c'est aussi très concret et on a focusé les efforts sur 3 grands éléments. Tout d'abord, toute la question des approvisionnements responsables, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise s'assure de ne pas utiliser de substances nocives ou de trouver des équivalentes? Est-ce qu'on est en mesure de mettre du contenu recyclé dans le produit, par exemple? Est-ce qu'on est en mesure de choisir des matériaux à plus faible empreinte environnementale? Il y avait un effort important sur la question de la conception optimale, l'optimisation. Par là, on désigne entre autres la question d'éviter le suremballage, de s'assurer d'optimiser le produit emballage quand ça s'applique. Est-ce qu'on a optimiser l'expérience du client en s'assurant, par exemple, que l'emballage protège bien le produit, une durée de vie suffisante lorsque c'est un produit, par exemple, de longue chez le consommateur. Est-ce que les procédés de fabrication ont fait objet d'optimisation, etc. Et finalement, évidemment, un volet important sur la gestion en fin de vie et la recyclabilité des produits et des emballages. S'assurer que les consignes sont fournies au consommateur ou à l'utilisateur final, que le produit peut être démantelé lorsqu'il est possible et évidemment puisse être recyclé dans les filières traditionnelles et disponibles. Donc, dans tout le cahier de charge de ces 33 critères, il y en avait une série qui était obligatoire, d'autres qui sont optionnels, et ça nous a permis de développer un cahier de charge avec plusieurs niveaux. Et finalement, il faut se rappeler que l'attestation, elle n'est pas décernée à une entreprise, mais vraiment à une gamme de produits. Donc, à terme, plusieurs produits pourront faire objet de l'attestation et si un jour ça devient une certification, il y aura probablement la même logique. J'achève cette partie de la présentation, mais un des livrables du projet, c'est clairement un bulletin personnalisé. Donc, les organisations qui ont passé à travers le pilote vont recevoir ce bulletin et les organisations qui participeront dans le futur aussi, où dans le fond, chacun des critères fait objet là, de notation, ou avec un code de couleur un peu simplifié, comme vous avez vu tout à l'heure dans le bulletin aussi fourni par Écossaire, avec des notes, des pistes d'amélioration ou d'optimisation. Vous voyez un petit peu les 3 niveaux et le code de couleur indique si chacun des critères a été respecté ou pas. Évidemment, on était conscient que dans le projet pilote, certaines organisations pourraient ne pas se conformer à l'entièreté des critères. Donc, on a aussi une mention qui s'intitule « Engagé vers l'éco-conception », qui montre que l'organisation a clairement une bonne partie des étapes qui sont mises en place, mais il reste encore un peu de travail à faire pour obtenir, si on veut, être conforme à tous les critères du cahier des charges. Donc, on a vraiment 3 niveaux plus une mention vers l'éco-conception. Et finalement, un autre livrable, encore là, je pense que c'est un des objectifs principaux de cette attestation, c'est de faciliter le passage à l'action. Mais il y a vraiment beaucoup d'outils qui vont sortir de ce projet, qui vont pouvoir être utilisés par toute entreprise ou organisation souhaitant
implémenter ça. J'attire entre autres votre attention sur le site optimeco.ca, qui n'est pas un livrable de l'outil, mais qui a été fortement utilisé dans le cadre du projet. Et si vous ne connaissez pas, c'est une mine de ressources, une vraie boîte à outils pour optimiser les emballages. C'est disponible gratuitement. Vous allez sur le site d'Éco-entreprise, vous allez le trouver. Et sinon, dans le cadre de l'attestation, le cahier de charge, la feuille de route et la liste de références et d'outils, qui est assez costaude aussi, reprend chacun des critères et vous donne une série d'exemples, d'outils, de références, de bonnes pratiques pour mettre en œuvre chacun de ces critères-là. Donc, ce n'est pas juste un outil d'évaluation, c'est vraiment un outil pour pouvoir le mettre en œuvre. Donc, ça fait un peu le tour de l'attestation telle qu'on l'a développée. Puis maintenant, je crois que comme prochaine étape, je ne sais pas si c'est toi, Pierre, qui fais l'introduction, mais on va inviter différents panélistes à se joindre à moi et on va présenter un peu des exemples concrets d'application. Merci beaucoup, puis on se reparle dans quelques minutes. Bien entendu, Sébastien, je pense que à l'étape où on est présentement, l'explication qui a été donnée, si tu voulais juste venir nous expliquer, Sébastien, avant le panel, comment on situe maintenant la prochaine étape du cahier des charges qui a été développé, parce que, comme je vous disais, la fin du projet pilote, c'est aujourd'hui. Et le but du projet pilote, c'était vraiment de se donner des assises solides pour paramétrer l'éco-conception d'un point de vue emballage ou produit. Ceci étant réalisé maintenant, comme la certification, vous avez été, pour ceux qui étaient aux premières loges, là, au tout début, on a passé nos classes, on a fait nos classes, et éventuellement, Écocert arrive maintenant dans le décor pour rajouter ce qu'on appelle la couche de crédibilité d'un auditeur, une agence de certification externe, d'envergure mondiale maintenant, pour venir justement rendre plus béton le cahier des charges. Donc, Sébastien, si tu venais juste nous expliquer brièvement, dans tes mots, comment maintenant ce processus-là, il est déjà enclenché, première des choses, le processus, mais je vais laisser Sébastien vous dire où on en est rendu pour arriver vraiment à l'étape d'une attestation qui va être délivrée par Écocert, le stamping. Merci, Pierre. Excusez-moi, j'étais supposé de passer dans une demi-heure, fait que là, je me suis fait avoir. Mais ça, il faut toujours s'en attendre avec Pierre, il y a toujours des rebondissements. Hein? Fait que, je vais juste vous dire un petit quelque chose. Premièrement, au niveau du projet pilote, tous ceux qui ont été impliqués, là, Recyc Québec, Éco-entreprise Québec, AGECO, Édouard et toutes les entreprises, il y a vraiment un beau travail qui a été fait justement de réflexion puis de mise en avant. Puis ça a vraiment paru quand nous, on a regardé un peu les résultats du projet pilote, le cahier des charges, l'aboutissement. C'était très, très bien. Sur le côté emballage, les critères sont à toute fin pratique, très complets, très bien réfléchis, très bien aboutis. On voit qu'il y avait une expertise au niveau de l'emballage là, assez accrue dans les gens qui ont réfléchi à ce qu'Édouard a fait et présenté. Donc, je vous dirais qu'à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à changer. Quelques ajustements mineurs ici et là, mais en gros, ça ne change absolument rien. La seule chose, c'est que si on veut l'internationaliser à un moment donné, il va falloir regarder dans d'autres pays, est-ce que ces mêmes critères-là peuvent s'appliquer? Est-ce qu'il va falloir ajuster un petit peu sur certains critères ou faire un genre d'annexe par pays ou par différentes régions du monde? Fait que, il y a peut-être ça à réfléchir, mais grosso modo, il n'y a rien d'autre à faire au côté emballage. Sur le côté produit, le projet pilote a été très utile pour faire remonter des questionnements. Donc, pourquoi ça? Pourquoi telle affaire? Si on fait ci, si on fait ça? L'entreprise a fait telle actions, mais si elle avait fait autre chose, ça aurait-tu été correct? On aurait-tu pu? Fait qu'il manque un peu de substance à ce niveau-là, à juste cadrer. Souvent, c'est des choses qu'on veut pas. Fait que c'est pas des choses que les entreprises pionnières font parce qu'ils font correctement. C'est plus, on veut pas non plus qu'une autre entreprise vienne avoir l'attestation puis qu'elle ne fasse pas les bonnes actions. Fait qu'on veut être capable d'exclure ou de mettre de côté certaines entreprises ou certaines pratiques qu'on juge qui font pas partie d'éco-conception en tant que telle. Fait que je vous dirais que c'est pas mal ça. Fait que les pistes de réflexion, justement,
on a pensé à dissocier le volet emballage et produits pour que ça soit plus simple pour les entreprises. Donc, ça va, au lieu d'avoir tous les critères, puis il y en a qui s'appliquent à l'emballage, d'autres pas, d'autres à produits, d'autres pas, on séparerait les choses. Clarifier un peu les notions de fournisseurs, puis l'étendue de l'attestation, qui n'était pas tout à fait bien cadrée là, pour voir jusqu'où on va. On va-tu jusqu'à l'extraction de la matière première qui a fini par... où on limite un peu la chaîne à laquelle on va. Puis c'est à peu près ça. Fait que le développement futur, on veut travailler avec le CID. Bien, le CID nous a demandé de travailler avec eux pour essayer de bonifier un peu le cahier des charges, de refaire un peu un comité de travail là, avec différents intervenants. Ça va prendre probablement quelques mois pour qu'on puisse être capable d'avoir un cahier des charges bonifié puis réfléchir à comment on peut le mettre adapté à l'internationalisation vers d'autres pays. Donc, les organisations qui sont dans le processus vont être validées à nouveau avec ces ajustements-là quand le cahier des charges final sera abouti dans quelques mois. Ceux qui sont dans le volet emballage, bien, il n'y aura pas grande différence pour vous. Pour le volet produit, bien, ça dépend un peu, mais à mon avis, ça ne devrait pas changer grand-chose pour vos entreprises-là. C'est plus pour les prochaines ou différents trucs comme ça. Ça vous va? Fait qu'encore une fois, bravo à Édouard et toute l'équipe, puis aussi à toutes les entreprises d'avoir mis dans le projet pilote. On voit vraiment les efforts, les actions qui ont été mises en place, la réflexion qui a été faite. C'était vraiment visible quand on regardait un peu là, les rapports qu'Édouard nous a montrés. Fait que, merci. Je re-swing la parole à Édouard parce que là, on va avoir